C'est l'histoire d'une jeune fille et de son corps. D'un corps pour livrer bataille. Cette jeune fille, c'est toi, Lucille. Et cette histoire, c'est aussi un peu mon histoire, notre histoire. Pour la raconter, il y a nos grands-parents, Claude et Marguerite. Il y a notre mère, Anne, et notre tante, Lise. Et la maison de Bretagne, un village de Franche-Comté où elles ont grandi. Il y a notre père, Charles, et la maison de Strasbourg, où nos parents vivent et où nous avons grandi. Et il y a nous trois, moi, Éléonore, toi, Lucille, et puis Marie. À 16 ans, tu as commencé à mettre la table couvert par couvert. 30 allers-retours entre la cuisine et la salle à manger. La décomposition de l'action comme premier recours contre l'angoisse. Puis il y a eu les escaliers, le vélo, l'équitation. Et tu es devenue l'une de ces jeunes filles au regard dur, fixée sur l'objectif à atteindre pour ne pas t'en laisser détourner. Quand vous veniez, on s'arrangeait toujours pour faire manger ce que vous aimiez. On achetait les danettes, les flans que vous aimiez. Je veillais toujours à ce que vous ayez de la viande, des légumes, des choses variées, enfin tout. Puis alors elle a commencé par un jour à dire tant que je faisais trop à manger, que c'était... Elle a pas voulu reprendre et tout ça. Elle a commencé à discuter ce que je servais, que je faisais trop manger, que c'était impossible, enfin bref. Hein. Vraiment, j'ai eu de la peine à comprendre comment... Parce que ça, c'était avant qu'elle maigrisse, qu'elle a fait ça? Oui, oui, elle a commencé, oui, avant qu'elle maigrisse. Elle se préparait, si tu veux. Ce qui avait un peu fait tiquer ta mère, c'était qu'elle la voyait toujours nous observer. Pendant qu'on mangeait, tous ensemble, elle était toujours en train de regarder ce qu'on mangeait pour manger moins. Tu vois, je pense que son critère, pour elle en tout cas, c'était de manger moins que nous. Il n'y avait pas un repas sans qu'il y ait une crise parce que il n'y avait pas assez de légumes ou alors elle avait un ingrédient de trop dans son assiette ou comme dans la famille, le repas c'est un moment vraiment convivial qu'on passe tous ensemble, même si on n'a pas toujours des trucs à se dire, c'est quand même un truc important. Et là, ça mettait une tension forte à finalement ces seuls moments où on se retrouvait tous ensemble. On a vu qu'elle changeait déjà physiquement, hein, quand elle a maigri. Puis surtout, on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui se passait, parce qu'elle était quand même hyperactive. Et quand elle venait ici ou chez elle, s'agitant, allant, marchant à travers le jardin, c'est qu'elle étouffait partout, qu'elle étouffait, qu'elle avait besoin de respirer, qu'elle avait besoin d'activité. C'était un besoin, il n'y avait rien de volontaire, il n'y avait rien, c'était voilà. Alors, je ne suis ni médecin, ni psychanalyste, ni rien. Quand on a dit ce que c'était, quand on a mis un nom, on a parlé d'anorexie. Pour moi, ce n'était pas anorexie, c'était incomplet, parce que je connaissais le terme, je connaissais cette maladie que sous le terme anorexie mentale. Et dans mon esprit, c'est mental qui a marqué. Donc, quand il y a mental, il y a irresponsabilité. Donc, pour moi, c'était une maladie mentale. Hein, c'était une maladie mentale. Et parfois, c'était quand même dur à admettre. C'était quand même dur. Voilà. C'était une petite fille, une adolescente qui grandissait bien, qui réussissait bien. Puis belle, quoi, je veux dire. C'est bien de demander ce qui nous tombait dessus quand on l'a vu maigrir comme ça. C'est vrai qu'on n'avait pas décelé les problèmes. Enfin, moi, j'avais pas décelé le problème.
Et alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est quelque chose que j'avais toujours craint. Et tout de suite, je lui ai dressé un tableau très très noir de ce qu'était cette pathologie, des hospitalisations, du risque de mort, enfin, comme si en lui faisant peur, en lui montrant ce qui risquait d'arriver, j'espérais qu'elle allait prendre conscience et qu'elle allait faire en sorte que ça soit pas ça, quoi. Voilà. Et elle a dit quoi? Elle a dû dire que oui, qu'elle avait maigri, mais que non, c'était pas de l'anorexie. Voilà, quelque chose comme ça. Elle reconnaissait la perte de poids, mais elle ne reconnaissait pas. Pour reconnaître, il faut déjà savoir ce que c'est, quoi, et y être vraiment. C'était pour elle le début. Hein. Ce que je dirais pour moi qui est l'anorexie, c'est les moments où j'étais plus mal que bien, tout le temps. Et ça, je pense que je m'en souviens à partir du Portugal. Parce qu'on avait fait beaucoup de voitures pour y aller. Et que dans la voiture, je sais que j'avais besoin de bouger les jambes tout le temps, tu vois, de faire comme papa ou de clapper mes jambes ensemble comme ça. Parce que je supportais pas d'être assise en continu. Et c'est au Portugal aussi que ça a commencé. Je me rappelle qu'il y avait parfois des tensions avec les repas. Pas sur ce qu'on mangeait. Mais c'est marrant parce que effectivement au Portugal, moi je me suis vraiment rendu compte, de rien. Même parce que je pense que moi non plus, d'une certaine. Enfin, tu vois, ça me surprenait pas. C'est pas venu d'un coup, tu vois, que ça s'est fait une sorte de continuité de ce que j'étais et de comment j'étais à ce moment-là. Toi et moi, on a été inséparables en grandissant. Et sans m'en rendre compte, en jouant à la plus grande qui savait mieux que toi quoi faire, quoi manger, quoi aimer, j'ai grignoté ta place dans le monde. Sans m'en rendre compte, parce que pour moi, tu étais parfaite. Tu étais drôle, tu étais belle, tu étais tellement mieux que moi, avec mes angoisses et mon surpoids. À 18 ans, en partant faire mes études dans une autre ville, j'ai emporté avec moi ce qui te faisait toi. Tu as dû tout recommencer. Alors l'anorexie s'est invitée dans ta vie comme une nouvelle compagne, tyrannique et insatiable, qui ne te quitterait, elle, que lorsque tu l'aurais décidé. Et puis il y avait aussi cette incompréhension quand même, hein, dans mon esprit. L'anorexie, ça ne devait pas frapper Lucille. Pour moi, l'anorexie mentale, ça concernait des filles un peu paumées, souvent droguées, dans des milieux déséquilibrés. Et c'est tout l'opposé de ce qui se passe en réalité. Parce que après, je me suis renseigné, j'ai lu, j'ai écouté, et j'ai vu qui ça frappait l'anorexie. À 80%, bon, des filles, mais des paumées au départ, il n'y en a pas beaucoup. Et j'ai été extrêmement surpris par ça déjà, brillante, fonceuse et sportive. Alors moi, là, c'est quelque chose qui me heurte, qu'on puisse avoir un problème mental quand on est sportif. Voilà, ça, mon ordinateur personnel n'a pas encore assimilé ça. Sa perte de poids était tellement inquiétante. Hein. Moi, j'ai eu non seulement peur qu'elle mette sa santé très gravement en danger, mais j'ai aussi eu peur, par moments, je la voyais aller tellement mal, ou l'entendre me dire qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle était à bout. J'ai eu peur du passage à l'acte suicidaire aussi. Donc pour moi, il était essentiel qu'elle trouve ailleurs quelqu'un pour l'aider. Et à un moment donné, d'elle-même, vraiment, ouais, d'elle-même, elle a dit j'en peux plus, il faut que vous m'aidiez, ou en tout cas que je...
Et c'était difficile pour nous directement de l'aider dans notre position de parents, c'était pas forcément évident. Et donc c'est elle-même qui a dit non, je peux plus, je tiendrai pas, il vaut mieux que j'aille à l'hôpital. Soulagement. Soulagement parce qu'on a le sentiment qu'elle est à l'abri, que cette chute, cette perte de poids, de la voir comme ça, aller de plus en plus mal, parce que je parle de la perte de poids parce que effectivement c'est visible, c'est vraiment visible de voir la chair disparaître, de voir les os saillir, de la voir, en plus un visage qui marque, qui devient plus vieux. On voyait l'angoisse, on voyait qu'elle bougeait sans arrêt, qu'elle bougeait, je veux dire, pas seulement monter, descendre, pas s'asseoir, mais bouger sans arrêt. Donc tu voyais qu'elle n'était pas bien. Donc soulagement. Soulagement de se dire, là ils vont la prendre en charge. Voilà. Ils vont s'occuper d'elle, elle va aller mieux. J'ai l'impression que j'étais très très consciente de tout ce qui se passait, je savais tout le temps, et donc je savais exactement ce que vous mangiez. Ouais, j'avais conscience d'exactement qui avait mangé quoi, et quand et comment, et de tout ce qu'il y avait dans la maison, et de tout ce qui... Enfin... Oui, j'avais cette sorte de super conscience, ou je sais pas quoi, et il fallait toujours que je mange moins que vous, et que je... De toute façon, il fallait que je mange pas beaucoup, mais que ce soit moins que vous aussi, et que ce soit... C'est pour ça que je faisais aussi des crises de panique et des choses comme ça, parce que c'était pas que ne pas manger, mais j'avais peur d'avoir envie de manger. Donc c'est pour ça que c'était encore plus conflictuel, parce que c'était pas juste je vais pas manger, c'était je vais pas manger, mais vous il faut que vous mangiez, mais des choses que je veux pas manger parce que sinon je vais avoir envie de manger. Et je pense que il y a eu un côté de manipulation vraiment en direct, et puis ce contrôle de savoir même ce que vous avez mangé. J'avais contrôle sur tout d'une certaine manière. C'est un peu comme si tu nous avais donné ton corps à dévorer. Cette obsession de nous nourrir, de nous observer nous remplir, à mesure que tu disparaissais. Alors je mangeais à ta place. Comme si, liés par le sang, nous étions des vases communicants. Comme si tout ce que j'avalais pour deux finirait par te revenir. Et vous rencontriez les médecins ? On a eu quelques entretiens avec les médecins au début, auxquels on a vite cessé de se rendre, tellement c'était violent. Puisqu'on était pointés comme étant des mauvais parents, il fallait nous tenir à l'écart de notre fille en tout cas, et de sa prise en charge. Quand un médecin te reçoit et pose vraiment des questions plus adressées à moi qu'à Charles, puisqu'on était tous les deux, d'une agressivité que moi j'ai vécue comme folle, enfin. Et puis me demandant, puisque Lucille, c'était par exemple, avait été amenée à parler de sa difficulté à trouver sa place entre vous deux, et pas d'autre mot, cette idiote de médecin, prenant les choses au pied de la lettre, me demande mais qu'est-ce que je vais faire pour régler cette situation entre toi et ta sœur, et comment je vais faire comment je vais faire du côté du faire. Je dis écoutez, on va dire à Éléonore de partir, enfin quelque chose de cet ordre-là. Ça me paraissait tellement, j'ai répondu, mais je me moquais intentionnellement d'elle. Bon, c'est vrai que je me moquais. J'étais agressive aussi dans ma manière de lui répondre. Ça, c'était... je me suis pas laissée faire, si tu veux. Et ça n'a sûrement pas aidé. Par rapport à l'hôpital, c'était... Je sais pas, c'était marquant, c'était pénible. Et oui, je pense qu'il y a eu comme vraiment des moments vraiment, vraiment très durs, où on sentait qu'on n'était absolument pas écouté. C'était tout le temps comme ça, la confrontation. Il fallait toujours négocier pour pouvoir la voir et pour pouvoir... des trucs un peu hors d'un monde réel, quelque part. Cette hospitalisation, c'est comme si notre fille était en prison et pas à l'hôpital.
le prisonnier qui a une... Comment on appelle ça? Une permission. Il y a une permission qui peut venir. Et puis, on sait que ce temps-là, il est très, très limité. Et puis... et on ne sait pas quand est-ce que ça se reproduira, parce que c'est laissé aussi au bon vouloir du service, et qui met aussi Lucille à une place très compliquée. Très compliquée parce que ça dépend d'elle. Nous qui... quand est-ce que tu vas aller mieux pour qu'on puisse te voir un peu plus? C'est un peu le marchandage qu'ils font, hein, c'est exactement celui-là, ce marchandage qu'ils font, mais qui fait que Lucille, non seulement elle a à faire ça pour elle, pour aller mieux, pour s'en sortir, pour pouvoir se réengager, je dirais, dans la vie et pas rester à côté. Et puis en même temps, elle sait que ça compte aussi pour nous. On est suspendu au fait qu'elle veuille ou pas aller mieux. Voilà, c'est comme ça qu'on pourrait le dire, qu'elle veuille ou pas. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas une question du vouloir. Et je pense que ça met que ça rajoute une contrainte dont peut-être l'équipe hospitalière pense que ça va être un moteur. Je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas sûre du tout. Voilà. À un moment donné, je me rappelle, on avait eu rendez-vous avec un des médecins qui nous a dit la gentillesse, c'est pas thérapeutique. Ce qui n'est pas faux. Quelque part, dans ce genre de symptomatologie, enfin de maladie, c'est pas faux. Mais en même temps, on ne pouvait pas être tout le temps, nous aussi, dans la sanction, dans le truc. C'était pas possible. Enfin, tu ne peux pas vivre des choses comme ça. Qu'on n'autorise pas tout, en tout cas qu'on ne l'autorise pas à se mettre en danger, mettre sa vie en danger, ça c'était une chose, ok. Mais voilà, à côté de ça, bon, il y avait quand même un minimum de vie à avoir. L'hôpital, le truc que j'y trouvais, c'est que pendant un moment, mais ça dure pas longtemps, ils prennent une partie du contrôle. Parce que c'est ça qui moi, me tuait le plus, hein. Vu que je sentais pas que je m'affamais ou quoi que ce soit, donc c'était ce contrôle tout le temps, tout savoir, tout le temps, tout calculer. Voilà, ça me rendait folle au bout d'un moment. Et à l'hôpital, ils te font croire que tu vas plus réussir à décider, à plus contrôler. Et je sais que pendant un moment, ça me soulageait. Parce que c'est pas que la nourriture, c'est tout. Tous mes mouvements étaient sous contrôle. Chacun de mes mouvements, je savais que je les faisais toujours pareil, il fallait toujours que j'en fasse autant. Et si un jour j'en faisais un de plus, il fallait que le lendemain j'en fasse un de plus. Parce que tout était calculé pour que je fasse un maximum d'aller-retour, par exemple, rien qu'en m'habillant ou en faisant ça. Et si je trouvais un aller-retour à faire en plus, il fallait que je le fasse après. Et c'était, donc voilà, à l'hôpital, oui, ils contrôlaient ma nourriture, mais mon contrôle, il venait sur d'autres choses. C'est pour ça que ça peut durer aussi longtemps aussi, parce que c'est qu'une impression. Enfin, eux, ils ont l'impression les infirmiers, ils avaient l'impression de contrôler, mais ils se rendent pas compte. Ils n'ont pas compris, je pense. J'étais l'aînée, j'ouvrais la voie, c'était comme ça. Et pourtant, je lestais mon corps, je le gavais à en vomir, j'en faisais mon armure, imposante et honteuse. Je passais pour la gourmande, celle qui ne savait pas se contrôler. J'ai cru que tu l'avais fait exprès, perdre ce poids que je n'arrivais pas à perdre, n'être plus qu'esprit et maîtrise. Je t'en ai voulu d'aller si loin, de changer les règles, de jouer avec ta vie, de me laisser seule, comme si je pouvais continuer seule, comme s'il était possible d'avancer sans toi. J'ai l'impression qu'on m'a quand même tenue à l'écart de ça. Autant quand elle était pas là, je le vivais très bien et je m'en fichais relativement. Autant dès qu'elle rentrait à la maison pour un week-end ou plus, j'avais toujours une appréhension juste avant qu'elle revienne.
J'avais une gêne parce que je sais que qu'elle était très maigre, elle était pas confortable, elle était pas belle. Non, c'était un mélange de gêne et en même temps d'espoir. Je pense qu'à chaque fois qu'elle revenait, c'était un espoir de ça se trouve cette fois elle ira mieux. Et effectivement, pendant un week-end, elle arrivait à se forcer ou à être très bonne comédienne et à faire comme si tout allait bien. Et après, on se rendait compte que elle était censée être venue en tram, et puis en fait, elle avait pas du tout utilisé ses tickets de tram, elle avait marché depuis l'hôpital jusqu'à la maison. Enfin, que ça continuait d'être que de la manipulation tout le temps. Donc c'est ça, mais ça, on l'apprenait une fois qu'elle était repartie. Et donc du coup, ça a aidé à vivre l'absence, en fait. Ouais, elle s'est encore foutue de nous, elle est pas cool, machin. C'est bon, on la déteste. Et à la prochaine. Ça a duré combien de temps cette hospitalisation-là ? Jusqu'à l'été. Ah, c'était long comme ça. Ouais. Elle en est sortie pour partir en vacances avec nous. C'est là la phage, alors ou pas? Bah oui, Oui. c'est l'année suivante. Oui, oui. Les moments de vacances, ça a été des moments très importants dans notre famille. On est toujours partis en vacances ensemble, donc des moments où on se retrouve, où on a du plaisir ensemble, où c'est peut-être pour ça que mes souvenirs marquants, ils sont à ces moments-là, c'est-à-dire que on aurait souhaité que cette atmosphère, que ça aille mieux, voilà, que ça aille mieux et que ça soit sympa, et puis non. En même temps, la réalité, elle était là, que Lucille n'allait pas bien, que dans la voiture où on faisait quand même beaucoup de kilomètres et que pour elle, c'était tout juste insupportable. Le fait qu'on soit comme ça beaucoup ensemble, ça accroît aussi les tensions. On idéalise ce temps de famille, ce temps de retrouvailles et de plaisir, et donc du coup, quand il y a quelque chose, ça prend des proportions peut-être un peu plus importantes que ça devrait. Déjà, moi, je me rappelle même pas du voyage, donc il devait pas être si terrible que ça. Si, on devait s'arrêter quand même assez souvent pour qu'elle puisse courir. Ouais, mais je me rappelle plus de ça. Mais c'était pas, voilà, on s'est arrangé, on s'arrêtait toutes les 2 heures, un truc comme ça, mais c'est vrai que elle sautait de la voiture comme un cabri. Passe pipi et courir, parce que du coup, c'est là qu'elle a commencé à aller aux toilettes toutes les demi-heures. Ça a été un gros bouleversement aussi. Il fallait toujours s'arrêter pour qu'elle puisse faire pipi. On a dû s'adapter beaucoup quand même à ses besoins corporels. Courir aussi, donc. Et voilà, à peine sortie de la voiture, elle courait sur le parking, elle faisait des allers-retours, elle sautait sur place, elle avait l'air folle en fait. Enfin, pour moi, elle avait l'air folle, je sais pas. Et je sais que voilà, le regard des gens comptait beaucoup aussi à cet âge-là, et je me disais, mais elle est en train de nous ridiculiser, toutes les voitures autour, elle se demandait ce qu'elle a, cette fille, à sauter sur place. Elle avait besoin de sortir toute l'énergie qu'elle avait accumulée, mais une forme de la colère aussi, je pense, qu'on la force à être enfermée dans cette voiture polluante pour autant de temps. Les tensions au moment des repas, les tensions pour préparer les pique-niques, les pique-niques où on avait pas mal marché et où nous on s'asseyait. Et qu'il fallait continuer. Et puis elle mangeait debout, elle mangeait rien, elle mangeait debout. C'est vrai, elle mangeait debout en plus. Il fallait toujours décider. Ah oui, la veille, il fallait déjà savoir ce qu'on allait faire le lendemain, parce que surtout savoir qu'on allait bouger le lendemain. Il y a surtout eu un matin où, quand on s'est levé, il pleuvait. Ouais. Donc on s'est dit, on va aller faire des courses. Ouais. On se rend compte, faire des courses, c'était rien. Donc ça, c'était... alors là, il y a eu une discussion, mais terrible. Elle pleurait, c'était pas possible. C'est vrai que c'était dur pour elle, on comprenait, mais en même temps, on disait, mais ça peut pas être tout le temps comme ça. Il faut à un moment donné que t'admettes aussi que voilà, on puisse ne pas forcément faire un truc. C'était pas possible pour elle. Je pense que c'est les vacances où il a peut-être le plus vu. Je me rappelle qu'il se lève tôt toujours, et que moi je me levais aussi très tôt. Et que je tournais en rond, mais là on était ensemble. Et je pense que c'est où il a le plus vu. Oui, comme si j'étais comme un lion en cage. Je me rappelle, je tournais dans le jardin, Oui. Les vacances, il y a aussi... déjà parce qu'on est tous ensemble, mais il y a aussi un côté où je pense que ça a toujours été... quand on était petite, c'était toujours bien, c'était toujours des choses qu'on attendait, des choses où on était tous ensemble, on faisait des choses tous ensemble, et donc que, obligatoirement, pour
pour moi c'était exacerbé. Enfin, je me sentais encore plus mal pendant les vacances. Je me rappelle qu'en plus je m'empêchais des choses. Enfin, je sais plus, je me rappelle d'une fois en Ariège où vous étiez toutes les deux, enfin Marie et toi, avec Lise, et où je vous entendais. Je sais même plus si vous m'aviez dit de venir avec vous, mais où je voulais pas parce que je savais. En même temps, j'avais super envie d'aller avec vous, mais je pouvais pas m'autoriser ça et que je m'empêchais ça et que ça me. Oui, ça me rendait folle, mais je pouvais pas. C'est en Ariège où un soir, un repas de famille, justement, enfin un repas en famille, et où Charles a pleuré, Lucille pleurait, Éléonore pleurait. C'était c'était assez. Pourtant, c'était pas des vacances où on était malheureux, on n'était pas tout le temps malheureux, on n'était pas en train de se déchirer, c'est pas du tout ça, c'est juste que ça. C'est des pics. Je pense que ce qui m'a désarçonnée, c'est aussi de voir Charles pleurer. Et Charles pleurait, mais sans trop rien dire. Voilà. Voilà, c'est des moments où tu vois que en fait, c'est lourd à porter. Et surtout, dans mon souvenir, Lucille était très triste en fait d'imposer ça aussi. Tout le monde en souffrait, mais je pense que Lucille était très triste de l'imposer. Mais qu'elle savait pas comment faire. On a presque tous fini en larmes, et puis voilà, mais parce que c'était ça, c'était à un moment donné, tu te disais, mais comment on arrivera à s'en sortir, tous, enfin, les uns par rapport, enfin, même pas que par rapport à Lucille, même par rapport à nous-mêmes, quoi. Enfin, t'arrives à des hotspots là, où, mais bon, peut-être qu'il fallait ça, hein, sûrement, pour faire aussi avancer un peu le schmilblick, et vis-à-vis de Lucille et vis-à-vis et entre nous, mais bon, c'est pas des choses forcément faciles à vivre sur le coup, oui. Et je sais que papa était à ma droite et je lui ai pris la main, il m'a pris la main et c'était important parce que papa il était très distant. On n'a pas du tout vécu la maladie ensemble pour le coup. Moi je le voyais un peu souffrir dans son coin, il devait me voir vivre le truc, mais jamais on en a jamais parlé. Et donc là, il y avait une compassion, un truc qu'on vit le truc ensemble. Mais pour moi, c'était ensemble contre Lucille. Et Lucille à ma gauche, on se prend la main, ok, elle me prend la main aussi, genre je suis là, t'inquiète, ça va bien, on est sœurs, tout va bien se passer. Mais dans ma tête, c'était lâche-moi, enfin, c'est toi qui cause tout ça. C'est à cause de toi que la famille là, elle explose, que rien ne se passe correctement, que papa pleure, alors que papa est censé être fort. mais que papa montre sa faiblesse, alors que maman elle fait rien, enfin c'est le monde à l'envers, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu me prends la main, t'as rien à faire là-dedans quoi. Tu n'es plus ma sœur. Moi aussi je l'ai dit, comme une prière pour être libérée de toi. J'ai essayé de prétendre que tu n'existais plus, plutôt que de t'accepter ainsi. Pour moi, ça aurait été céder devant l'autre, l'anorexie, elle qui t'avait remplacée, admettre qu'elle avait gagné. J'ai opposé mon absence à la tienne pour ne plus voir ton corps se plier à cette discipline de la faim, ton visage se vider de son essence et n'être plus que des yeux et des dents. Voir ton corps souffrant, de froid, de fatigue, du manque, et ton visage qui s'obstine. Voir l'angoisse dans les nerfs et les larmes qui l'agitent, et en sentir les os en te serrant dans mes bras. Qu'est-ce qu'elle a l'air triste. Ce qui est impressionnant, c'est à quel point ça vieillit. Elle fait très vieille, là. Ah, elle fait peur. Oh là là, punaise, la taille des cuisses. Me rendre compte que je ne peux plus regarder ma fille. Ça, c'est quelque chose qui m'est resté. C'est de la regarder sans la regarder. Je me suis rendu compte qu'à un moment donné, c'était tellement difficile pour moi de la voir telle qu'elle était physiquement que je
mon regard, elle était face à, mais regardait autour d'elle. Enfin, c'était pas vraiment elle que je regardais. Et je me disais, mais quand on sait l'importance du regard, du soutien par le regard, connaître ce que dit Winnicott quand il dit un bébé, son premier miroir, c'est les yeux de sa mère. Il se voit à travers la manière dont sa mère le regarde. Et par moments, je pouvais prendre conscience que ce regard-là, pour Lucille, celui de sa mère, était un regard qui se fuyant, un regard qui se défaussait. Mais par moments, je ne pouvais pas faire autrement. C'était trop difficile. Voilà, trop difficile. Et puis une fois où elle sortait de la baignoire, moi je ne voulais pas la regarder, je ne la regardais pas, je me trouvais que j'étais dans la salle de bain. Et je dirais malheureusement, je l'ai vue dans le miroir. Je ne voulais pas regarder ma fille, mais le miroir me l'a montré. Je me rappelle que j'ai détourné... J'ai vite, oui, détourné les yeux, parce que c'était... la fascination d'un corps... d'un corps qui évoque la mort. Je crois que c'est ça, qui évoque la mort. Oui. On vivait pas avec vous, on ne voyait pas, mais on était assez effrayés. Oui, mais on était assez angoissés, effrayés. Moi, je vois toujours, moi, elle me fait l'impression de sortir d'un camp de concentration, avec son sourire, ses dents. Tu lui ôtais la chair, tu voyais le crâne dessous. C'était vraiment affreux. Ouais. Dans l'anorexie, j'avais pas conscience de mon corps, parce que quand je revois des photos maintenant, je pense pas que je me sois rendu compte que je ressemblais à ça. Quand j'avais peur de grossir, je me rappelle que je pouvais mesurer mes jambes avec mes mains et ce genre de choses. Et donc ça, je me souviens, mais après, je me souviens plus en tant que telle de la forme qu'avait mon corps ou quoi que ce soit. Ni de sensations ou de choses comme ça, parce que tu le sens plus, ton corps, plus quand il est vraiment très maigre, tu le sens plus, donc ouais, tu disparais d'une certaine manière. Et je m'imagine l'angoisse de tes parents. J'y pensais beaucoup. Vous en parliez pas du tout? C'était toi qui voulais pas en parler alors? Ben, c'était gênant. Moi, je trouve que... Non, je voulais pas en parler parce que... Qu'est-ce qu'il pouvait dire? D'ailleurs, on sentait qu'il voulait pas qu'on en parle. Hein? Et ça les... Donc, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Au début, quand tu parles, c'est souvent pour pallier à ton angoisse à toi. C'est pas pour aider les gens. Hein? Alors il vaut mieux se taire, hein, parce que je sentais que l'un et l'autre, ils n'avaient pas envie qu'on en parle. Il y a eu tout un temps où ben oui, la famille était un peu disloquée, on pourrait dire. Hein. Heureusement qu'il y avait aussi la famille élargie pour faire tenir la famille, j'ai envie de dire. Hein. Avec le soutien de Lise, de Jean, de mes parents, enfin, puis les amis qui étaient là pour oui, on pourrait dire comme un peu renfort, contrefort. Là. Ça faisait que la famille se maintenait par-delà toutes ces difficultés-là.
C'est des souvenirs un peu de disputes, de discussions à Bretagne quand on était les 4, donc sans vous. C'est... Oui, bah c'est comme tous les événements importants, hein, ça divise... oui, c'est comme tous les événements importants, ça divise la famille, c'est tout. Voilà, ça force tout le monde à prendre position, quoi, c'est tout. Et il y a eu des réactions de tes parents qui m'ont choqué parfois, qui m'ont choqué parce que j'avais ce sentiment, ou qui ne voulaient pas en parler, ils escamotaient le problème avec nous, donc c'était pas très acceptable, et puis peut-être que aussi, c'est peut-être une façon de se défendre, j'en sais rien, moi, ils ne voulaient pas être gagnés par ce genre. Mais parfois, j'ai vu des comportements quand même assez durs avec lui. Moi, où ils ne voulaient pas la considérer comme étant une malade. Et je me disais qu'il n'y avait pas grand-chose à faire pour... Jugement à tort, peut-être, j'en sais rien. Hein. Il n'y a pas grand-chose à faire pour la ranger, qu'il ne fallait surtout pas en faire une responsable. Je pense qu'à certains moments, tu étais tellement pris là-dedans et tu te sens tellement démuni par rapport à ça, même si tu te rends compte de ce qu'il en est, enfin, tu essayes de... oui, tu lui en veux. Tu lui en veux de ne pas arriver à s'en sortir quelque part, parce que tu t'en veux probablement toi-même de ne pas arriver à l'aider. Tu sais que de toute façon, c'est pas sur toi que ça repose, parce que de toute façon, c'est déjà trop dur pour elle de s'en sortir, et puis nous, à part accompagner, à part être présent, voilà. Mais c'est pas satisfaisant. Devoir assumer cette incapacité à vraiment aider, voilà. Juste se dire, on va attendre, et à un moment donné, ça viendra. Parce que tu as l'impression que ça viendra jamais. T'es dans le temps de la maladie. Tu vois, moi j'avais fait l'impasse sur le fait... Enfin, j'avais fait l'impasse. Je m'étais dit, tant pis si elle ne fait pas d'études. Voilà. Tant pis si elle ne fait pas d'études. Pourvu qu'elle trouve quelque chose qui lui plaise et dans lequel elle se sente bien. N'importe quoi. Pourvu qu'elle se sente bien, quoi. Mais sur le moment, à part me dire que c'est long et de pas savoir, c'est plutôt ça la question du temps, c'est-à-dire pas savoir si effectivement cet aller-retour, j'ai envie de dire, avec les hospitalisations, si ça allait se poursuivre comme ça, tout le temps, ou si un jour il y aurait un déclic qui ferait que ça irait mieux. Tu as passé tes années de lycée à l'hôpital psychiatrique, te confrontant à une autre réalité. Renonçant au monde qui t'attendait, ton corps a cessé de grandir, tes os se sont creusés. J'ai continué mes études. J'ai fui, j'ai essayé d'oublier. Tout en recommençant chaque jour à croire que tu finirais par t'en sortir. Une impuissance et une manipulation. Une impuissance parce que tout ce que tu peux dire ne sert à rien. Même si je ne suis pas sûre maintenant après coup, parce que je pense que ce qui a été dit a servi à quelque chose. Simplement, ça prend du temps, c'est tout. Tu as le sentiment que ça sert à rien. Et puis une manipulation, souvent j'ai été en colère. Parce que j'avais l'impression qu'elle manipulait. Ce qui est... Enfin, ça me semble pas faux, parce que comme c'est une maladie où elle essaye quand même d'appliquer ce qu'elle veut faire, elle essaye quand même de dominer et de contrôler. Donc naturellement, elle vient et enfin, ça veut dire ça. C'est une lutte, quoi. C'est une lutte. Mais bon, moi j'étais à l'extérieur, parce que c'est vrai que moi j'avais la possibilité, moi je vivais ailleurs, donc je le vivais pas tous les jours. C'était pas comme vous, comme ta mère, surtout qui était là tout le temps, et Marie. Je ne sais plus à quel moment on a découvert, par exemple, qu'elle cachait de la nourriture dans sa chambre ou dans la cave. Si, parce qu'on se rendait compte, par exemple, que juste après avoir fait les courses, la moitié avait disparu et s'était caché, genre, dans son truc d'équitation. Et voilà, et moi aussi, on a un rapport bizarre avec la nourriture dans la famille, genre, par exemple, où tout est...
il faut que ce soit égal, enfin voilà, il faut que ce soit équitable. Et donc il y avait ce côté avec Lucille qui volait la nourriture. Ben non, je veux dire, elle a pas le droit d'avoir plus que sa part, ni d'avoir une part qui est a priori destinée à personne à ce moment-là. On n'a pas parlé en famille, on n'a pas fait une réunion pour dire à qui c'était. Ouais, elle déjouait tout le système, mais un système qui était même pas établi en fait. En fait, c'est ça, c'est qu'elle elle le faisait pour contrôler, et du coup, elle nous même si nous, inconsciemment, on avait, enfin, même si c'était pas notre volonté de contrôler quoi que ce soit, bah, elle nous dépossédait de tout contrôle. Nous, on n'avait plus de pouvoir sur rien, parce qu'elle s'était emparée de tout. Ouais, on était démunis face à sa folie. Il y avait quand même une sorte de petit climat pas de perte de confiance, parce qu'on se rendait compte que c'était plus fort qu'elle, que de toute façon... mais c'était toujours difficile de se poser la question de savoir est-ce qu'il faut qu'on en discute avec elle, est-ce que de toute façon on sait que ça va rien changer, donc de toute façon elle continuera à le faire. Donc il y avait quand même toujours ce côté de se demander qu'est-ce qu'elle allait encore nous trouver comme nouveauté par rapport à ça, ce type de symptomatologie. Bon, même si c'est typique de l'anorexie, bon, pour nous c'était quand même perturbant. Par rapport aux vacances, toujours, il y a les vacances à Bretagne. On n'était que toutes les deux en vacances. Du coup, on faisait énormément de choses ensemble. Je pense qu'il y avait ce besoin un peu de profiter l'une de l'autre parce on avait été séparés pendant longtemps. Je m'étais vue thérapeute. J'essayais de trouver des remèdes, des moyens pour elle d'extérioriser autrement que par rapport à la nourriture, soit de se projeter vers l'avenir. Du coup, je lui faisais dessiner sa maladie. Alors que moi, j'étais absolument incapable ensuite de lui donner quoi que ce soit comme réponse. Mais moi, j'y croyais. Je voulais participer. C'était un moment, en fait, où à ce moment-là, je voulais participer. J'en avais marre, je voulais que ça change, je voulais que ça aille mieux. Donc du coup, j'en ai déjà reparlé avec elle. Et elle me dit que... même si effectivement c'est pas ça qui l'a guérie, voir que moi j'étais là, que moi j'étais investie, qu'on pouvait encore avoir une relation toutes les deux, bah, rien que ça, c'était déjà important. Une chose qui m'a aidée, je me rappelle beaucoup de choses avec Marie. Je me rappelle d'une fois à Bretagne où, je sais plus comment on faisait, mais on voulait virer l'anorexie. On s'était excité dans la piscine, on l'avait frappé, on l'avait dessiné, on l'avait barré. Enfin, et je me rappelle d'une fois où j'étais rentrée, je sais plus si j'étais rentrée de l'hôpital, enfin, en tout cas c'était ici et avec Marie, c'était au printemps parce qu'on avait mangé c'était à la période des cerises, et on avait mangé des cerises parce qu'on faisait des concours pour lancer les noyaux de cerises, et c'était que après que je m'étais rendu compte que j'avais mangé autant de cerises, alors que c'est quelque chose qui serait jamais passé comme ça. Et là j'avais juste envie de m'amuser avec Marie et c'était bien et on avait passé du temps à faire ça, et je pense que c'est une des premières fois où j'avais pas été consciente, pas été surconsciente pendant un moment. Tu disais, Marie, qu'on notait moins de choses, mais je crois aussi que... C'était habitué. Oui, je pense. Je me dis aussi qu'il y a une forme de... Voilà, on vit avec ça. Donc, voilà, là on est 2009, donc 2012, c'est la 3e année. On vit un peu avec ça, quoi, non ? Voilà. Tu te dirais ça, Marie ? Oui. Bah, parce que c'est en 2013 après que pour moi ça se finit. Ouais. Elle sortait d'Adassa. Elle était quand même pas encore à 50 kilos, ce qui était le... Elle devait être à 48, 49. Ouais, voilà, elle était dans ces eaux-là. Donc, bon, on se rapprochait quand même un peu du contrat de base. Et elle émettait déjà son désir de se dire je ne ferai pas une première année de fac. Mais j'aimerais bien justement avoir des projets de partir à l'étranger, tout ça. Et je pense que pour Villemain, c'était comme ça lui permettait elle aussi de voir qu'elle avait des projets personnels qui peut-être, d'une part, lui donnerait un objectif un peu différent que juste de pas se nourrir correctement et ainsi de suite. Et l'autre part, c'était de nous quitter aussi, parce que pour moi, il y avait ce besoin de ne pas rester accroché à nous. Quand elle est allée en Angleterre, j'étais intimement convaincue qu'elle en reviendrait pas,
qu'elle mourrait là-bas parce que... Non, mais j'exagère, mais qu'elle elle voulait être seule, elle voulait se séparer de nous, parce que je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas intégré qu'effectivement, la famille était toxique pour elle. Et du coup, qu'elle veuille partir, moi je disais, ah, mais ouais, elle veut pas qu'on soit là pour la surveiller, elle veut pas qu'on voit qu'elle va pas se nourrir, qu'elle va pas... qu'elle va se dépenser comme pas possible, elle va jamais survivre à la maladie. Et puis au final, elle est revenue avec des kilos en plus. Et donc, je crois qu'à ce moment-là, je me suis dit que c'était possible. On en voyait le bout. L'anorexie a été ton cocon. Une enveloppe furieuse et suffocante dont tu devrais te débarrasser un jour. L'anorexie a tout renversé. Le passé qui te paralysait et le futur menaçant. Au-dedans, se sont ébauchés les contours de celle que tu serais une fois à l'air libre, une esquisse maladroite en quête d'elle-même, elle seule, au milieu des autres. Je pense que là, on a pu commencer à considérer qu'elle se sortait de la maladie. Qu'elle se débarrasse de tout, non. Ça, on le sentait bien. Et puis, je te dis, même encore aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des choses qui restent. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même encore des... Ouais, non, mais il y a des trucs, mais comment dire ? C'est ancré dans sa... Mais c'est plus lié à l'anorexie dans le sens, c'est plus lié à une perte de poids. Enfin, Oui. à des problèmes vraiment où elle se met en danger. Il y a quand même au une niveau forme du de poids. contrôle quand même. Mais après, le contrôle, oui, mais ça, je pense que ça sera toute sa vie même d'ailleurs. Mais on a tous, voilà. Elle, ça se caractérise par un contrôle alimentaire plus poussé que peut-être que d'autres. Et puis aussi, je sais pas, moi je dirais une préoccupation pour le corps qui est plus socialement acceptable. C'est par exemple tout le sport qu'elle fait. Donc c'est une autre façon de se préoccuper de son corps, qui est plus saine, tout à fait. Quand j'étais anorexique, j'ai toujours su que ça allait s'arrêter. Je sais que vous n'y croyez pas forcément, mais moi j'ai toujours su que je pourrais pas continuer comme ça, donc que j'allais réussir. Mais oui, il y a encore beaucoup de choses qui sont liées ou qui sont... Mais c'est parce que de toute façon, c'était moi. Mais que ce soit la nourriture, que ce soit la manière dont je gère mon temps, dont je contrôle quand même beaucoup. Je lâche pas beaucoup prise, plus qu'avant. Mais par contre, ce que j'associerais à l'anorexie comme étant mal dans ma tête tout le temps, comme étant suffoquée par le contrôle tout le temps, ça non, ça c'est fini. Il reste toujours des difficultés. Et notamment, je crois que ce qui est resté compliqué pour elle, c'est quand elle est en famille. C'est les repas de famille, où là, je ne sais pas si un jour ça sera complètement apaisé. Mais c'est devenu tout à fait vivable. Voilà. Et ça, c'est la guérison aussi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Guérison au sens où j'ai l'impression que c'est cicatrisé. Voilà, c'est dans la famille, c'est ce passage-là, c'est cicatrisé. Il y a des traces, hein, comme toute bonne cicatrice, mais c'est solide. Mais pour moi, en fait, ça nous a apporté à tous. J'ai l'impression que cette maladie, moi je la vois comme quelque chose de nécessaire, mais je pense que voir cette maladie comme c'est bien que ce soit arrivé, c'est une façon d'accepter que ça se soit passé et que ça a été difficile, de se dire que c'est forcément mieux maintenant. Mais surtout Lucille, quand je vois Lucille aujourd'hui, elle est tellement sûre d'elle, en fait, elle est tellement sûre de ce qui lui plaît et de ce qu'elle a envie de faire et de comment elle a envie de le faire et qu'elle a besoin de personne et elle est tellement moins timide, plus courageuse, elle ose tout faire. T'as l'impression vraiment que Lucille est capable de tout faire. Et du coup, oui, je suis persuadée qu'elle a eu besoin de ça, de sortir ça à un moment, d'en souffrir pendant longtemps pour être apaisée ensuite.
me suis toujours accrochée à l'idée que c'était un passage adolescent. Et que c'était un passage adolescent plus corsé que d'autres, oui, hein, où elle mettait plus à mal la famille et elle-même surtout, que pas mal d'adolescents peuvent faire dans ce moment de séparation, de distanciation d'avec le milieu familial et avec les parents. Là, c'est la méthode forte, quoi, on pourrait dire. Mais je me suis toujours accrochée à cette idée-là, c'est-à-dire que c'était un passage pour devenir adulte, sa façon à elle de se trouver, voilà. De se trouver pour devenir une jeune femme, je dirais, bien en place. Je pense que je suis mieux maintenant que si ça m'était jamais arrivé. Je sais pas ce que j'aurais été, c'est pas possible, mais parce que j'ai réfléchi sur moi, j'ai pris le temps d'un peu me séparer de maman, me séparer de toi, me séparer de tout ce qui m'embêtait, ce qui me retenait en arrière. J'ai choisi de faire une année Erasmus, j'ai choisi de pas rester l'année prochaine. Je pense que j'ai pas envie de retourner non plus dans cette... j'ai pas envie de retourner entre vous deux comme ça. J'ai besoin d'être loin quand même des fois. Enfin, j'ai besoin d'être là des fois et loin souvent. Oui, j'aime cette absence d'une certaine manière. Avant, quand j'étais absente, vous pourriez penser elle est à l'hôpital ou elle est malade. Là, c'est juste elle est bien, mais elle est loin. Elle vit sa vie. C'est ça. Ta maladie a duré 4 ans. Une période brève au regard d'autres histoires. Tu as guéri, on s'est reconstruit. J'ai dû accepter que rien ne redeviendrait comme avant. Tu étais enfin toi, libérée de moi. Chacune, on a recommencé à manger normalement. Les vases communicants.